Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir, table mirifique. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, un mois pile après le début des manifestations en Iran contre la vie chère et contre la monarchie islamique, eh bien c'est l'impossibilité d'avoir un bilan précis sur la répression féroce de ces manifestations qui aurait fait entre 6 000 et 35 000 morts. Donald Trump, de son côté, qui avait encouragé les manifestants, menace à nouveau d'attaquer l'Iran et l'Iran le met en garde. فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران توانمندتر از هر زمانی قطعاً به هر گونه تعرضی پاسخی فراگیر و پشیمان کننده خواهد داد. Les Américains s'apprêtent-ils à intervenir de façon décisive? Comment et avec quel soutien éventuel dans la région? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve Marie Bonisseau et Xavier Mauduit, toujours cette position. Bah oui, pour bien vos entré, chroniques. Elisabeth, comme voilà. la Tour Eiffel, puisque la mairie de Paris vient de dévoiler la liste des 72 femmes scientifiques dont les noms vont être inscrits sur la Tour Eiffel. Au premier étage. Voilà, c'est ça, à côté des 72 bonhommes qui sont déjà là. La Tour Eiffel ne sera donc plus victime de l'effet Mathilda, dont je vous parle tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça, tout à l'heure? Et vous, Marie? Je vous parle du devoir conjugal. Les députés français, hier soir, ont voté à l'unanimité une proposition de loi pour y mettre fin définitivement, enfin. C'est une bonne nouvelle. Oui. Bon, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons encore une bonne nouvelle. Le philosophe et historien Marcel Gauchet, grande figure intellectuelle française qui a théorisé, entre autres, le désenchantement du monde. Gauchet, célébré et parfois soupçonné d'être un peu nostalgique ou un peu réactionnaire. Gauchet, donc, publie Comment pensent les démocraties sur l'Europe, sur Trump et sur les dangers du néolibéralisme. Soigne-t-on Gauchet, ça percute. On le retrouve tout de suite. Marcel Gauchet, infatigable intellectuel français, bonsoir, bienvenue dans 28 minutes à l'occasion de la publication de votre dernier essai chez Albin Michel dans votre collection. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Comment pensent les démocraties? Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportous. Marcel Gauchet pour évoquer le néolibéralisme, Donald Trump et l'Europe, entre autres. On va d'abord se concentrer sur votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas le choix. Non, absolument. Vous êtes obéissant, c'est chouette. Tout de suite, ce profil. Marcel Gauchet, vous êtes historien et philosophe. Dans Comment pensent les démocraties, vous détaillez le parcours des idéologies qui ont successivement dominé l'esprit de leur époque. Comment se sont-elles imposées dans nos sociétés? Sont-elles réalistes? Peut-on s'en passer? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, vous n'avez jamais cessé de creuser le concept de démocratie et de vous intéresser au fonctionnement de ce régime politique. En 1985, avec le désenchantement du monde, vous avancez l'hypothèse selon laquelle la sortie de la religion a conduit à l'avènement des sociétés démocratiques. Selon vous, la religion qui constituait un lien équivalait au report ailleurs dans l'invisible des raisons présidant à l'organisation de la communauté des vivants visibles. 10 ans plus tard, dans la révolution des pouvoirs, vous auscultez la période 1789-1799 et vous éclairez à cette lueur le fonctionnement contemporain de la démocratie. Le juge d'un côté, l'opinion de l'autre. Je crois que c'est le nouveau couple qui, petit à petit, se met à structurer les démocraties. Vous vous penchez aussi souvent sur les raisons pour lesquelles notre société vit une période de crise. En 2024, dans Le Nœud démocratique, vous considérez que cela n'est pas dû au rejet de la démocratie à laquelle on voudrait substituer un autre régime, mais à une crise de frustration. Une idée que vous aviez déjà abordée en 2005 lors de la publication de La condition politique. Les hommes politiques, ils sont en apesanteur. Il n'y a pas de légitimité durable du mandat électoral. Ça rend le fonctionnement de la démocratie extrêmement difficile, parce que ces électeurs ont voté pour eux, mais ne se reconnaissent pas en eux comme porteurs de leur volonté. Aujourd'hui donc, vous explorez les ressorts des idéologies qui se sont imposées au fil du temps. Le passéisme conservateur, le pragmatisme libéral, le futurisme socialiste. Désormais, nous subissons le règne du néolibéralisme. La radicalisation des principes de liberté individuelle conduit à stipuler que la seule forme acceptable des rapports entre les êtres est celle du contrat et du marché. Mais Marcel Gauchet, d'une certaine façon, quand on pense à Donald Trump, qui n'évoque que des relations transactionnelles, l'art du deal, c'est ça, non? Oui, l'inspiration de base est bien celle-là.
avec cette nuance que le transactionnalisme de Donald Trump implique une dose de rapport de force que normalement l'esprit libéral, même néolibéral, n'apprécie pas. Donc il y a un côté autoritaire qui on peut imposer un contrat à quelqu'un. C'est bien le problème d'ailleurs du contractualisme, c'est qu'il est susceptible d'être manipulé par des forces extérieures. Donc je ne crois pas que ce soit... Il est très libéral, même ultra-libéral à beaucoup d'égards sur le plan économique. Mais sur le plan politique, je ne le vois pas comme un modèle ni de néolibéralisme, ni de libéralisme tout court. Vous diriez que l'état de droit, avec lui, qui a été par ailleurs élu démocratiquement, est menacé comme jamais avec Donald Trump? Je pense qu'il... D'abord, on est dans un cadre américain où le droit fonctionne d'une manière très différente de ce que nous autres Européens mettons sous état de droit. Donc, c'est compliqué à expliquer, mais je crois que pour lui, le droit, c'est l'aménagement sans violence des rapports de force. Bon, Marcel Gauchet, c'est ça la réalité de son fonctionnement. Sur la démocratie, vous dites qu'elle souffre aujourd'hui d'une confusion mentale au point de faire régner l'individualisme et de se réfugier dans Netflix, en quelque sorte. Alors, elle ne se réfugie pas dans Netflix. C'est pas au sens où on aurait besoin d'un abri pour se mettre en dehors du monde. C'est que vous avez une offre qui fait que, spontanément, je suis très frappé par ce phénomène, si je puis dire, les personnes ont deux vies. Ils ont la vie sur leur téléphone qui peut se prolonger sur leur ordinateur ou leur télévision. Leur plateforme, c'est ça. Et une vie normale. Et je pense que beaucoup de troubles, on voit bien dans le comportement, dans l'esprit des acteurs aujourd'hui, tient à ce décalage entre deux mondes qui n'arrivent plus à s'ajuster. Il y a une frustration de la réalité par rapport à un univers de la fiction où on est mieux, au fond, que dans la plate... Mais là, vous parlez presque comme un neuroscientifique qui évalue les dégâts cognitifs ou comme un sociologue. Mais sur le plan politique, ça fabrique quoi? Une société atomisée avec de plus en plus d'individualisme? C'est ça que vous voulez dire? Ça fabrique une société où le désir de faire du commun, spontanément, est considérablement affaibli. Il n'est pas annulé, parce que cette dimension reste présente dans l'esprit des gens. Ils savent bien en plus que on est plus fort à plusieurs que tout seul. Mais il y a une volonté de faire prévaloir son point de vue, ce qui fait cette chose tout à fait extraordinaire, qu'on a à la fois une dépolitisation, au sens où il y a non pas un désintérêt forcément, mais une distance à l'égard du jeu politique, et une radicalité politique. Parce qu'il s'agit d'affirmer, de faire valoir son point de vue, sans se soucier de la cohérence de l'ensemble où doit s'insérer toute demande particulière. Alors, pour poursuivre votre réflexion, on va évoquer avec Anna le fait qu'effectivement les Français se dépolitisent et en même temps, ils ont de plus en plus envie de s'engager, mais peut-être sur un plan local ou associatif. Tout à fait. Aujourd'hui, près de la moitié des Français ne font pas confiance aux résultats des élections, selon le dernier rapport de l'Institut Montaigne sur le civisme. Et pourtant, ils restent attachés à la démocratie. D'ailleurs, 40% d'entre eux sont même prêts à s'impliquer davantage, comme vous le disiez, au niveau local. Mais pour pouvoir faire fructifier ce vivier, les auteurs de l'étude appellent cependant à lever un certain nombre de freins. D'abord, un meilleur enseignement de l'éducation civique et morale à l'école. Aujourd'hui, ça n'est qu'une demi-heure par semaine. Un enseignement également plus pratique, aller visiter des mairies, rencontrer des élus. Il propose aussi de créer des maisons physiques de la démocratie, comme ça se fait en Europe du Nord, plutôt que des permanences d'élus. Et ces maisons, elles seraient tenues par des citoyens. Et la dernière proposition, c'est d'organiser au moins une fois par an des référendums consultatifs pour recueillir l'avis des Français sans passer par des sondages. Est-ce que vous pensez, Marcel Gauchet, que plus de participation citoyenne, ça peut véritablement revitaliser notre démocratie? Non, je pense qu'il y a plusieurs choses différentes dans ces propositions. C'est toujours des initiatives très sympathiques, des propositions auxquelles on ne peut pas s'opposer. J'ai l'impression de les avoir entendues déjà depuis beaucoup d'années. Mais est-ce qu'il faudrait les mettre en œuvre réellement? Voilà. Et surtout, je pense qu'elles sont de niveaux très différents. Par exemple, l'engagement local sur des causes très spécifiques, il est déjà là. Il y a pas, et je crois qu'il est naturel. Et le point important, c'est qu'il n'y a pas de remise en question du cadre démocratique, c'est-à-dire du principe d'élection libre. Au contraire, je pense que c'est devenu une espèce de socle intangible de nos sociétés. Et c'est très rassurant quand on pense à un passé pas si lointain où ça n'allait pas du tout de soi. Donc,
La démocratie est là, c'est son fonctionnement qui n'est plus compris. Et je pense que quand on arrive à des questions comme le référendum consultatif, vous savez, c'est un mot pieux, parce que un référendum, même consultatif, il serait très difficile aux responsables de faire comme s'il n'existait pas. Donc un référendum consultatif devient très vite un référendum obligatoire, et c'est pourquoi les responsables politiques n'en ont aucune envie. C'est ça, rechigne. Ouais. Évidemment. Oui. Dites Marcel Gauchet, en 2021, vous aviez écrit sur Macron les leçons d'un échec. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bientôt la fin de son deuxième quinquennat, vous êtes aussi sévère, vous dites l'échec est confirmé, et pourquoi si c'est le cas ? Je tendrais même à penser que quand on commence sur un échec, on finit sur un désastre. Et non pas au sens d'un drame national, mais au sens d'un affaiblissement à la fois des ressorts civiques du pays, on le voit assez, et du sentiment grandissant d'une frustration populaire, très multiforme, qui ne coagule pas, sinon dans des éruptions locales, gilets jaunes typiquement, mais on pourrait en voir de moindres rayonnements. Et donc, je crois que la promesse, parce qu'il faut juger Emmanuel Macron sur une promesse tout à fait singulière qu'il a faite et qui a permis son élection. C'est à ces zones-là qu'il faut parler d'échec. Moi, je ne parle pas d'échec en général. Je parlais de l'échec de remettre la démocratie française sur ses rails et de susciter une sorte d'élan collectif qui améliore la situation de tout le monde. Eh bien, de ce point de vue-là, c'est un échec, et c'est un échec qui s'est aggravé, parce qu'il faut bien le dire, alors, il y a une malédiction du deuxième mandat, c'est bien connu maintenant. Mais là, c'est pire. C'est que terminer avec une telle impopularité. Alors, une impopularité, c'est toujours compliqué. On peut dire que c'est de l'incompréhension. Pourquoi pas. Ou bien, c'est franchement le passage à côté de la plaque. Et je crois que Emmanuel Macron est passé, surtout dans son deuxième mandat, à côté de son mandat. Dites donc, Marcel Gauchet, est-ce que vous n'êtes pas passé, vous, à côté de la plaque de l'écologie? Parce qu'à la fin du XXe siècle, vous avez écrit « Sous l'amour de la nature, il y a souvent la haine de l'homme ». Est-ce que vous diriez aujourd'hui, où le désastre climatique, l'effondrement de la biodiversité, le climato-scepticisme, par exemple, de Donald Trump, pour le reciter une fois de plus, est-ce que vous diriez la même chose, ou est-ce que vous avez quand même changé d'avis? Non. Si vous lisiez ce texte attentivement, vous verriez que je distingue soigneusement deux choses, qui est la cause en elle-même et les gens qui la défendent. Je pense qu'il y a une instrumentalisation de la cause écologiste qui est parfaitement légitime, dont j'ai beaucoup parlé dans le Nœud démocratique, mon livre précédent, par rapport à un personnel qui s'est emparé de cette cause à des fins qui ont, à mes yeux, très peu à voir avec la vérité de la cause écologique. Mais vous êtes envers et contre tout, si je puis dire. Vous le restez. Écoutez, je pense qu'une personne qui n'est pas minimalement consciente de ce qu'est le désastre écologique planétaire, planétaire. C'est pas une petite affaire. Ne lis pas le journal. Très bien. Or, c'est pas mon cas. Oui, certes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous le lisez et vous écrivez des livres stimulants, certes. Merci Marcel Gauchet d'être venu nous présenter et évoquer comment penser les démocraties, les ressorts cachés des idéologies. C'est le sous-titre et il est important chez Albin Michel. Merci infiniment d'être venu sur Arte dans 28 minutes. Et on va passer à notre débat, un débat géopolitique à propos de l'Iran, un mois tout juste après le début des manifestations contre la vie chère et contre le régime liberticide, des manifestations réprimées sauvagement. Il y aurait plusieurs dizaines de milliers de morts. Donald Trump menace le guide suprême depuis plusieurs jours d'une intervention. Alors sous quelle forme? Avec quels appuis régionaux éventuels? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Opération démonstration de force. Le porte-avions américain nucléaire Abraham Lincoln, escorté de sous-marins et de navires de guerre, stationne selon la Maison-Blanche au large de l'Iran. Et Donald Trump l'a déclaré dans un meeting, il est bien décidé à renforcer la pression. There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. Donald Trump va-t-il faire parler les armes ou profiter d'être en position de force pour négocier un accord sur le nucléaire iranien? Tension au maximum entre Washington et les mollahs depuis que le régime a réprimé des manifestations dans le sang. Tirer dans la tête des gens avec des snipers, ils l'ont fait, c'est horrible. Et c'est ce que nous avons vu. Ce régime est probablement plus faible que jamais.
Aux abois, le régime iranien a étouffé la contestation à coups de répression brutale, faisant plus de 30 000 morts selon des ONG. Les rares témoignages relatent les corps qui s'entassent à la morgue et des scènes de tuerie. C'est le moment le plus dramatique de ma vie. Ce que j'ai vu, c'est l'enfer. J'ai entendu des tirs et j'ai compris que quelqu'un avait ouvert le feu sur la foule. Les gardiens de la révolution, bras armés du régime des mollahs, ont été ajoutés cet après-midi par l'Union européenne sur sa liste des organisations terroristes. Une série de sanctions a été entérinée. Membres du gouvernement, procureurs, chefs d'unité de police, membres du corps des gardiens de la Révolution, responsables du blocage d'Internet, verront leurs actifs gelés et se verront interdit l'accès au territoire européen. Face aux sanctions et aux menaces d'intervention américaine, l'Iran se dit prêt à une riposte écrasante, tandis que la Turquie et les voisins du Golfe appellent à l'apaisement pour éviter une guerre régionale. Alors contraints au silence, traumatisés par les massacres, les Iraniens espèrent-ils encore une intervention américaine? Quelles sont les intentions de Donald Trump? Nos trois invités, Chora Makaremi, bonsoir. Vous êtes anthropologue au CNRS. Vous avez publié en septembre dernier « Résistance affective, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté ». Et selon vous, Donald Trump a trahi le peuple iranien. Il avait appelé explicitement à manifester contre le régime, puis les a laissés se faire massacrer. Et vous ajoutez, même si la responsabilité du massacre incombe évidemment au régime, les Iraniens savent à quoi s'en tenir avec Trump maintenant. À côté de vous, Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, vous êtes spécialiste du nucléaire iranien. Selon vous, après la séquence du Groenland et du Venezuela, Donald Trump a de nouveau les mains libres pour frapper l'Iran. Mais vous ajoutez, il temporise car les objectifs des Américains en cas de frappe ne sont pas tout à fait clair. Et à côté de vous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et vous estimez que l'objectif de Trump est de régler la question nucléaire avec un deal. Quant aux voisins de l'Iran, ils préfèrent un régime faible à un changement de régime. Leur cauchemar, c'est un Iran démocratique. Quant à qui sont ses voisins, on le développera au cours de notre débat. Mais on démarre avant la question de Benjamin avec une question Chora Makaremi. Est-ce que vous avez, vous qui êtes franco-iranienne, avez-vous, et malgré Internet qui a été coupé pendant plusieurs semaines, avez-vous réussi à avoir des nouvelles des vôtres en Iran par des biais détournés, par écrit ou par Zoom ou grâce à Starlink ou d'autres moyens? Oui. Il y a eu 2 semaines de silence absolu. Donc ça, c'était difficilement soutenable. Et des possibilités de connexion par intermittence sont réouvertes depuis quelques jours. Moi, personnellement, j'ai réussi à parler à quelques membres de ma famille, mais pas à tout le monde. Et sinon, on communique par écrit. Que vous disent-ils En fait, ils sont sous le choc absolu de ce qui vient de se passer. Il y a une sidération immense. Ils sont en deuil. C'est vraiment un massacre très important qui a eu lieu. Et des images quand même circulent. Et tout le monde connaît quelqu'un. Beaucoup de gens connaissent quelqu'un. Enfin, tous ceux que moi je connaissent quelqu'un dans les petites villes, dans les grandes villes, qui a été tué ou qui est disparu. Donc en fait, il y a le suspense, la peur, la terreur continue de tisser leur toile, quoi. Benjamin, la déclaration du jour pour démarrer le débat. Tout à fait. Elle est signée Donald Trump sur son propre réseau social Truth Social. C'était hier et à destination donc des dirigeants iraniens. Le temps est compté, écrit notamment le président américain. La prochaine attaque sera bien pire que celle menée en juin dernier quand les États-Unis avaient frappé, on s'en souvient, des installations nucléaires. David Rigoulet-Rose, pourquoi les États-Unis interviendraient maintenant alors qu'ils ont renoncé à le faire au plus fort de la contestation des manifestations? Oui, c'est d'ailleurs un grief qui lui est reproché. Effectivement, il y a une espèce de contretemps. Dans le timing, c'est quand même problématique puisqu'il avait appelé quasi explicitement, effectivement, à l'insurrection, en réalité, contre les autorités iraniennes en place, contre le régime de la République islamique, et puis en disant l'aide arrive, et puis l'aide a fait défaut, et donc, alors, il y a un certain nombre de raisons qui expliquent que la décision, justement, n'a pas été validée. D'abord, le dispositif militaire n'était pas présent. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc il a parlé, alors on ne sait pas si c'est par précipitation ou par
par légèreté. Mais évidemment, au vu du résultat catastrophique que ça induit, on peut comprendre les Iraniens. Ce sentiment de trahison évoqué par... Effectivement, le sentiment d'abandon qui aujourd'hui préside à la perception générale. Élysée Fayet, le président américain, parle d'abord du nucléaire. Est-ce que c'est sa préoccupation, sa principale préoccupation, ou c'est un prétexte justement pour justifier cette intervention éventuelle tardive? Oui, alors déjà, il faut rappeler qu'une éventuelle intervention américaine n'aurait aucune base légale ni juridique, étant donné qu'il n'y a pas de mandat de l'ONU, par exemple, et qu'effectivement, la justification d'aider les manifestants tient bien moins aujourd'hui, étant donné que les manifestations se sont tarées du fait de la répression extrêmement sanglante. Donc effectivement, ce que semble faire Donald Trump, c'est reconstruire un nouveau récit, en fait, permettant de justifier une éventuelle attaque, exactement comme il l'avait fait en juin 2025, où là aussi, il faut se rappeler que les frappes israélo-américaines avaient eu lieu en pleine négociation. Il y avait eu une reprise des négociations, alors certes pas très crédible, mais tout de même à partir d'avril 2025, directement entre l'Iran et les États-Unis sur le sujet du nucléaire et puis un petit peu du balistique. Et puis ces négociations avaient été pulvérisées en fait par les frappes israéliennes et ensuite les frappes américaines. Donc ce qu'on peut craindre aujourd'hui, effectivement, c'est Donald Trump qui tend une main a priori aux Iraniens, au gouvernement iranien en disant « voilà, je suis prêt à renégocier ». En réalité, dans quelles conditions est-ce que le gouvernement iranien pourrait réellement croire que les Américains sont prêts à négocier? Étant donné qu'il faut se rappeler, c'est quand même Donald Trump qui est sorti du JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Et donc là aussi, c'était une sorte de trahison en fait pour les Iraniens qui, eux, avaient respecté quasiment tous leurs engagements de ce traité. Donald Trump en était sorti et puis il n'a fait qu'en fait ne pas vouloir revenir à des négociations, mais au contraire employer la force. Oui. Shoura Makaremi, que disent les Iraniens, ceux que vous avez pu contacter, s'ils sont encore libres de parler au téléphone, puisque c'est surveillé, sur une éventuelle intervention américaine? La souhaitent-ils? Alors ça, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la société iranienne est opaque. C'est-à-dire, moi, je suis anthropologue, je ne peux pas juste vous parler des 3 personnes que je connais. Mais par contre, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sondage fiable. Et c'est une société iranienne qui est maintenue opaque, qui est construite comme opaque. C'est une des techniques de gouvernement les plus dans lesquelles la République islamique a le mieux réussi. Voilà. Donc ça, il faut savoir qu'on ne peut pas, que personne ne peut vous dire très exactement savoir ce que pense la société iranienne. Cela dit, aujourd'hui, plus que jamais, il y a l'idée que ce que veulent les Iraniens, en tout cas, c'est assez clair, ça s'est rendu... Mais comment ça s'est rendu clair? Au terme de 30 ans, on va dire, de luttes successives, de soulèvements, de slogans qui changent, etc. Donc si on observe ça, il y a une constance et une continuité de demande de liberté. Et aujourd'hui, cette demande de liberté et cette demande de démocratie et cette sécularisation aussi qu'on observe dans la société iranienne, je pourrais y revenir, c'est un élément très important, même d'un point de vue géopolitique, je pense, tout cela débouche sur une demande d'ouverture du jeu, d'ouverture de l'espace politique. Et cette possibilité d'ouverture, le seul endroit où les Iraniens, les Iraniennes le voient, c'est une intervention armée. Mais dans... extérieur, en leur faveur, ou eux-mêmes s'armant? Alors, ça c'est l'autre chose, c'est que au moment du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, je pense que en 2022-23, ce qui a été clair, c'est que la résistance, qui était très claire dans sa volonté de renverser le pouvoir, était aussi très claire dans sa volonté de ne pas armer, de ne pas s'armer. Donc oui, il y a une tradition pacifiste et en ce moment, les Iraniens cherchent la moindre possibilité d'ouverture pour l'investir, parce que je pense qu'il y a une conscience aussi que le peuple, la souveraineté populaire, l'agentivité, c'est-à-dire le pouvoir d'action de la population, est totalement absente du jeu. C'est-à-dire que Trump qui trahit l'Iran en 2018, c'est pas le même Iran, c'est le gouvernement iranien qui est trahi. Trump qui trahit aujourd'hui, c'est la rue. C'est les manifestants. Il ne la trahit pas, il se sert de sa volonté de démocratie pour chercher une justification à un jeu politique dans lequel la volonté du peuple, le pouvoir d'action du peuple est absent. Et voilà. C'était très clair. On va revenir à notre sujet sur le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis à propos du nucléaire que vous évoquiez tout à l'heure avec une archive. On est en 95, Bill Clinton est président des États-Unis et il demandait un embargo commercial total contre Téhéran. Regardez. Ne rien faire contre l'Iran qui veut l'arme nucléaire et qui soutient le terrorisme serait désastreux. Déclaration faite hier soir par Bill Clinton devant le Congrès juif mondial, et cela n'est pas neutre.
Israël, on le sait, est inquiet de la reprise des travaux de la centrale nucléaire de Bushehr sur le golfe arabo-persique, dont le directeur jure pourtant que l'énergie dégagée là ne servirait qu'à éclairer les foyers iraniens. À Téhéran, la première réaction officielle émane du vice-ministre iranien Vaezi, qui estime que l'embargo contre l'Iran fera surtout du tort aux États-Unis, ce que les experts pétroliers internationaux, d'ailleurs, reconnaissent. Mais c'est surtout Boris Eltsine que Clinton voudrait convaincre de ne pas vendre à l'Iran une centrifugeuse capable de fournir de l'uranium enrichi de type militaire. Les deux hommes se rencontrent dans une semaine. David Rigoulet-Rose, 30 ans plus tard, le sujet nucléaire est toujours sur la table. Quel a été l'impact de l'opération Midnight Hammer, c'est dans la nuit donc, du 21 au 22 juin dernier, réel sur le programme nucléaire iranien? Est-ce qu'on le sait? C'est toute la question. Donald Trump doit le savoir. Après, pour le Puis il avait dit que c'était extraordinaire. Oui, alors effectivement, il y a le narratif selon lequel il y a eu une annihilation des installations nucléaires iraniennes. Bon, il y a trois principales, il y a Fordo, Natanz, et voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en capacité de vérifier. D'ailleurs, l'AIEA n'a pas eu l'autorisation d'aller sur les sites. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui veut d'autant plus aller voir sur les sites qu'il y a la fameuse question lancinante des 450 kilos à 60 enrichis. C'est le stock d'uranium enrichi à 60% qui est proche d'un seuil militaire et dont on ignore la localisation à ce jour, l'usage éventuel, la dispersion. Donc c'est une question quand même très importante. C'est pour ça que Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'agence, demande instamment à pouvoir inspecter. Et on voit qu'il y a évidemment une obstruction iranienne qui est justifiée par le fait que les frappes, entre guillemets, illégales, formellement, de l'été dernier, légitimer le refus effectivement iranien d'accéder à ces sites. Et Louise Fayet, là-dessus, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça reste le cœur du problème et qu'il peut y avoir une marge de négociation ou pas? C'est une illusion. Non, moi, je pense que c'est pas le cœur du problème. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui fait peur. Il faut rappeler que l'Iran aujourd'hui n'a pas d'armes nucléaires. L'Iran n'a jamais eu d'armes nucléaires. Et en fait, quand on voit en 1995, il part de la centrale de Bushehr. Bushehr n'a jamais été utilisé pour fabriquer de la matière nucléaire à des fins militaires. C'était d'autres sites, mais jamais Bushehr. En réalité, la principale menace que pose l'Iran aujourd'hui à ses voisins, c'est le programme balistique iranien, donc des missiles conventionnels qui ont été utilisés notamment contre Israël et puis le Qatar donc en 2024 et 2025. Et ça, effectivement, les États-Unis et Israël savent à peu près où sont les sites de stockage de missiles balistiques. Et donc, on pourrait, s'il y a de nouvelles frappes, ça pourrait plutôt être contre ces sites-là. Le problème étant que vous pouvez tout à fait interdire à un pays d'avoir une arme nucléaire, étant donné que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. C'est beaucoup plus difficile de lui interdire d'avoir des missiles balistiques. Donc, c'est plutôt ça que cherche Trump, en fait. C'est un deal global à la fois sur le nucléaire, le balistique et l'influence iranienne dans la région. Alors justement, à propos de Trump qui évoque une armada, David Rigoulet-Rose, quelle force de frappe les Américains disposent? Ah oui, le dispositif qui a été envoyé sur zone, il est considérable, puisqu'il y a effectivement un porte-avions, l'Abraham Lincoln, avec 3 destroyers, vraisemblablement un sous-marin d'attaque. Il y a un deuxième porte-avions qui est censé arriver à partir de la Méditerranée, le Roosevelt. Et donc l'Iran se retrouve en étau, enserré, clairement, avec une capacité, une modalité pratique militaire de blocus potentiel. C'est là-dessus probablement que parie Donald Trump, un peu à l'image, toute chose égale par ailleurs, du Venezuela, même si la comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, il y a un dispositif qui renvoie à celui qui était celui de 2003 pour l'Irak, même si, du point de vue de Donald Trump, il n'est pas question de faire le même scénario, à savoir un changement, un régime change. Ce qui n'exclut pas un régime collapse, c'est-à-dire faire que le régime implose de l'intérieur, en faisant, avec l'attente de l'émergence d'un interlocuteur qui serait susceptible justement de concrétiser un deal qui pour l'instant est dans l'impasse. Mais en éliminant les cadres dirigeants principaux ? C'est pas exclu. On peut rien exclure avec Donald Trump, avec de toute façon des incertitudes sur les attendus d'un tel scénario. Anna, comment l'Iran pourrait réagir à ces attaques ? Effectivement, face à cet envoi d'armada américaine, l'Iran a fait savoir rapidement qu'elle avait confiance en ses capacités et qu'elle se préparait
à une riposte écrasante. Sur le plan militaire, regardons, Téhéran dispose de missiles avec une portée de 2500 km. Elle peut aussi compter sur des drones, les Shahed kamikazes de longue portée à usage unique qui vont aller ensuite exploser sur des cibles visées. Le chef de l'armée iranienne a d'ailleurs annoncé ce matin en doter ses régiments de 1000 nouvelles unités. Et puis la dernière arme, ce sont les sous-marins. Téhéran disposerait d'une trentaine, mais difficile de connaître leur état de vétusté. Ce qui leur manque en revanche, ce sont des radars, des systèmes de défense antiaérienne qui ont été détruits par Israël pendant la guerre des 12 jours en juin dernier, mais aussi des avions de chasse. Maintenant, du point de vue idéologique, l'Iran a peu compté sur le soutien de ses proxys. Les milices irakiennes ont appelé leurs combattants à se préparer à une guerre totale en soutien à l'Iran. Le Hezbollah, très affaibli depuis le 7 octobre, a fait savoir qu'il ne resterait pas neutre. Quant aux Houthis du Yémen, ils ont laissé entendre qu'ils pourraient reprendre leurs attaques en mer Rouge, notamment par cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Héloïse Fayet, est-ce que ça vous paraît suffisant pour tenir tête face aux États-Unis en cas d'attaque? En fait, tout dépend de ce que les États-Unis peuvent et veulent faire. Est-ce qu'ils auront aussi le soutien d'Israël? Et ensuite, il faut voir que du point de vue iranien, la plupart de leurs réactions aux actions israéliennes et américaines depuis 2024 ont été très mesurées et cela ne leur a servi à rien. Et cela, au contraire, les a mis en fait dans une position de faiblesse. Là, je parle évidemment spécifiquement du gouvernement iranien. Par exemple, quand il y a eu les frappes américaines et israéliennes en juin, l'Iran a répondu effectivement contre Israël et ensuite contre le Qatar, mais d'une façon très mise en scène, étant donné que la base américaine qui a été ciblée avait été vidée en amont. Là, on sait qu'il y a certaines emprises militaires et diplomatiques qui ont été vidées également. Mais aujourd'hui, en fait, l'Iran est un peu face à un dilemme. C'est-à-dire s'ils réagissent à nouveau d'une façon que eux considèrent comme mesurée et que cela ne permet pas en fait de passer un message et d'apparaître comme fort, eh bien ils auront un peu perdu cette séquence. Et donc le risque en fait est d'une riposte beaucoup plus importante en réussissant à mobiliser effectivement ces groupes d'influence, ce qui n'est pas du tout gagné, parce que c'est pas sûr qu'ils veulent s'exposer, notamment le Hezbollah et les milices chiites irakiennes. Et donc le risque en fait c'est des nouvelles réponses contre Israël, même si Israël n'est pas engagé dans cette séquence. Et on l'a bien vu, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont déclaré qu'ils ne voulaient pas que leur espace aérien soit utilisé par les États-Unis ou Israël. Alors, les États-Unis n'ont pas besoin de l'utiliser, notamment grâce au groupe aéronaval, mais ça montre bien effectivement que, en tout cas, publiquement, les pays de la région ne veulent pas d'escalade. Vous le dites, publiquement. En tout cas. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Chora Makaremi, le désir de sécularisation de la société iranienne. Vous pouvez y revenir rapidement ? Oui, en fait... Parce que ça semblait crucial. Oui, c'est moins un désir de sécularisation qu'un fait. En fait, il y a deux exploits, encore une fois, qu'a réussi à faire la République islamique, qui sont un peu des incompréhensions. C'est que après presque un demi-siècle de règne, d'une part, elle a transformé une société qui était massivement compatible avec l'idéologie théocratique, fasciste du khomeïnisme en 79, en une société aujourd'hui plus majoritairement séculière, mais vraiment majoritairement séculière. Et ça, c'est fait, comme l'expliquait Marcel Gauchet tout à l'heure, par le fait que le religieux, en devenant étatique, a été vidé de justement sa puissance spirituelle, de son sacré, etc. Et que les individus iraniens sont des individus modernes, massivement éduqués, avec des taux d'accès à l'enseignement supérieur semblables à un pays comme la Pologne, à des taux d'accès à Internet quand ils ne sont pas en blackout, qui sont semblables à un pays comme Hong Kong, selon l'ONU. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que le slogan de la révolution de 1979, c'était indépendance, liberté, république islamique. Et la première chose, c'était une révolution anti-impérialiste. Et les Iraniens ont toujours été très souverainistes et nationalistes. Et aujourd'hui, cette société est arrivée à voir dans le jeu géopolitique international une possibilité d'ouvrir, encore une fois, une fenêtre d'investissement politique d'une souveraineté qu'elle a totalement perdue du fait de cette théocratie avec laquelle, en fait, elle est en guerre. C'est-à-dire que moi, je parlais, lors du soulèvement Femmes et Liberté, d'un divorce entre la société et l'État. Aujourd'hui, je parlerai d'une guerre où l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et de fait, l'Iran est au centre du monde aujourd'hui et des préoccupations mondiales. Plusieurs pays mettent en garde les États-Unis sur le risque d'une intervention militaire. L'Arabie Saoudite, vous l'avez dit, mais aussi la Chine, alliée de l'Iran. Écoutez son ambassadeur à l'ONU. 伊朗是独立的主权国家，伊朗的事情应由伊朗人民自主决定。
中方希望并支持伊朗保持国家稳定，武力解决不了问题，任何军事冒险行动只会将地区推向不可预知的深渊。 David Rigoulet-Rose, la Russie aussi a dit qu'il y a une marge de négociation. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement si jamais il y a cette intervention américaine? Théoriquement, les deux alliés que vous évoquez, puisqu'il y a des partenariats stratégiques qui ont été signés, en 2021 avec la Chine et 2025 janvier avec le Moscou, laisse penser que l'Iran pourrait bénéficier de leur soutien, ce qui est loin d'être acquis. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs Téhéran se méfie beaucoup de ses alliés, et chinois et russes. Donc en réalité, l'Iran est très seul de ce point de vue-là. Ça accentue sa faiblesse, effectivement. Mais le cas de la Chine est intéressant parce que la Chine, c'est 80% du pétrole de contrebande, entre guillemets, sous sanction, qui est acheté par la Chine. Et donc, on sent bien que... Et là, on retrouve la variable du Venezuela. En réalité, c'est aussi une variable géopolitique qui rentre en jeu dans le calcul de Donald Trump. Et Louise Fayet, très rapidement, les Européens viennent de classer les gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste. Est-ce que ça peut être efficace, avoir une quelconque efficacité ou pas sur le régime? Je pense que ce qui est plus efficace, en fait, ce sont toutes les sanctions économiques qui viennent d'être mises en œuvre. En fait, au lieu de cibler des dirigeants d'industrie de défense, ce genre de choses, là, les sanctions sont plus ciblées sur les personnes à l'origine de la répression. Alors évidemment, les premiers à souffrir des sanctions, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Mais en tout cas, là, on est quand même passé de sanctions militaires à des sanctions pour promouvoir effectivement la démocratie, ce qui me semble être un premier pas positif. On avance donc. Merci infiniment pour ce débat qui était dense et qui était absolument passionnant. Merci à tous les trois. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. 72 scientifiques femmes françaises honorées au premier étage de la Tour Eiffel. Enfin, de Sophie Germain, mathématicienne de génie, qui devait s'appeler Monsieur Leblanc au 19e siècle. Elle devait user d'un pseudonyme à Marie Curie, entre autres. Et puis la notion de devoir conjugal n'existe plus. C'est ce qu'ont décidé nos représentants hier à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est No Kids, enfin l'expression vedette. Les mioches, c'est bien connu, ça piaille et ça s'agite, et c'est pour ça qu'on les aime. La SNCF lance malgré tout une classe Optimum Plus dans les TGV, interdite aux moutards, et ça fait polémique. Les Français adhèrent à l'essor du No Kids. Le No Kids, ce mouvement. No Kids, ça, je trouve ça scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. No Kids, anglicisme formé de l'adverbe de négation anglais no, non, et du vieux norrois kid, chevreau, traduisible par enfant malvenu, désigne une politique commerciale visant à exclure les petits, sources de nuisances, principalement sonores. Depuis le 8 janvier, la SNCF propose une classe à faire No Kids qui fait polémique. L'opérateur national a choisi d'offrir à ses clients business la classe Optimum sur le TGV Inouï Paris-Lyon, interdite aux enfants d'abord, puis plus sobrement aux seuls moins de 12 ans. 8% des places. Une offre anti-gosse afin que le peuple des cravates joue du tableur ou du Candy Crush sans être dérangé par les vocalistes de Morveux. La tendance No Kids, qui concerne aussi hôtels et restaurants, est apparue dans le monde anglophone dans les années 70 avant de prospérer dans les années 2010 en Corée du Sud, où certains établissements excluent aussi les adjets. En France, 54% des adultes, 65% des jeunes adultes soutiennent la création de zones No Kids. Assimiler les mioches à une nuisance ferroviaire comme la clope est déjà une réalité dans les trains suédois, espagnols ou italiens, à l'inverse de ceux de Suisse, d'Autriche ou d'Allemagne. À New York, ville No Kids par excellence, en 3 ans, les moins de 20 ans ont reculé de 9%, les moins de 5 ans de 17%. Ici, l'initiative No Kids de la SNCF vaut à son ex-premier ministre de Boss, sidéré par la controverse, un tête-à-tête avec la haute commissaire à l'enfance, des pichenettes du défenseur des enfants et d'une ex-ministre de la famille. Tous sont en tête qu'en 2025, première depuis 1945, la France compte plus de décès que de naissances. Inouï. Inouï, tu parles terre à terre et génial, Thibault Nolte. Merci. Alors, retour à vous deux et vos chroniques, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. La mairie de Paris a dévoilé, c'était quand? Il y a 3 jours, la liste des 72 femmes scientifiques dont les noms vont orner la Tour Eiffel
en lettres d'or au premier étage, à côté des 72 noms des mectons. C'est ça. Tous d'un, c'est ça. Et vous nous parlez de l'effet Mathilda. Ah oui, vous allez voir, c'est un effet exceptionnel, une vraie réflexion qui nous permet de remonter jusqu'à l'année 1870. À ce moment-là, une femme, Mathilda Jocelyn Gage, à 44 ans, elle se trouve dans l'État de New York, aux États-Unis, à l'Est. C'est là où elle a grandi. C'est là où elle lutte, elle milite pour changer la société. Cette femme est la fille d'un médecin, un homme absolument remarquable, qui a voulu offrir à sa fille toutes les connaissances possibles. Il lui a enseigné les mathématiques, les sciences, etc. Tout simplement parce que les longues études lui étaient fermées. Elle est femme. Des parents, je vous dis, admirables, abolitionnistes. D'ailleurs, ils aidaient les esclaves qui fuyaient les plantations de coton du Sud pour rejoindre le Canada. Et Mathilda elle-même a œuvré à tout cela. L'esclavage, aboli aux États-Unis en 1865 et remplacé très vite par la terrible ségrégation. Et donc, elle est féministe avant l'heure. Ah, mais alors vraiment, c'est une vraie féministe, c'est une militante, oui, de celles qu'on appelle un tout petit peu plus tard les suffragettes. Elle milite pour le droit des femmes. Et en 1870, donc, elle fait paraître une brochure, une sorte de tract de quelques pages qu'elle intitule « Woman as Inventor », c'est-à-dire la femme comme une inventrice. Et vous l'avez compris, elle veut placer les femmes là où elles le méritent dans l'histoire des sciences et des techniques. À ce moment-là, vous aviez un débat au sujet de l'invention de l'égraineuse à coton. Une machine sensationnelle qui a révolutionné l'industrie du coton. Et vous savez combien c'est important aux États-Unis. Cette égraineuse à coton a été inventée en 1793 par Monsieur Eli Whitney. Non, dit Mathilda, pas du tout. C'est une femme qui l'a inventée, c'est Katie Green, qui était une proche de Whitney, sauf que lui, il s'est contenté d'appliquer ce qu'on lui a dit et il en a tiré toute la gloire. Mathilda Gage meurt en 1898, complètement oubliée, et un siècle plus tard, en 1993, une historienne états-unienne, Margaret Rossiter, cherche un nom. Elle en choisit quelques-uns. Non, c'est Mathilda qu'elle choisit parce que Mathilda est complètement oubliée pour désigner l'invisibilisation des femmes dans le domaine scientifique. C'est l'effet Mathilda, un effacement volontaire. On ne peut pas imaginer qu'une femme ait inventé des choses exceptionnelles. Puis en plus, le dire, ça donnerait l'idée à d'autres femmes de faire pareil. Et puis, un effacement tout simplement lié à la société, parce que l'accès au domaine scientifique est fermé aux femmes. À l'école, elles n'ont pas la même instruction que les garçons. L'université leur est fermée. C'est ainsi qu'est né l'effet Mathilda, un prénom pour ces milliers de femmes complètement oubliées. Merci de la remettre en lumière, Xavier Mauduit. Alors Marie, hier, les députés français ont voté en première lecture et à l'unanimité, il faut quand même le souligner, une proposition de loi qui met fin au devoir conjugal. Proposition de loi qui va maintenant être examinée au Sénat. Il devrait aller dans le même sens, on espère. On espère, mais on avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous parlais du droit de correction parentale qui avait été écarté par la Cour de cassation. Eh bien, là, on va s'attaquer à cette notion de devoir conjugal. Le mariage n'est pas et ne doit pas être une servitude sexuelle. C'est ce que répètent depuis des années les militantes féministes. Mais on a attendu que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, condamne la France seulement l'année dernière pour enfin penser à changer notre code civil. On modifie une partie du code qu'on connaît tous très bien. Vous savez, c'est les articles qu'on lit à la mairie le jour du mariage, devant les futurs époux émus. On leur explique leurs droits et leurs devoirs. Donc, article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Je fais bien le maire du village. Faites bien le maire, il manque les chats. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une communauté de vie ? Jusque-là, dans l'interprétation des juges, communauté de vie, ça voulait aussi dire communauté de lit. Et donc, sous-entendu, rapport sexuel. On ne peut pas forcer son conjoint à faire l'amour quand celui-ci n'en a pas envie. Mais on doit aussi, de temps en temps, se forcer à s'accoupler, même quand on en a perdu le goût. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans une revue Dalloz de 2011. Dalloz, c'est la référence en matière de jurisprudence. Se forcer à s'accoupler. Ça veut dire que si on ne veut pas se forcer à s'accoupler, eh ben on est un mauvais époux. Ou plutôt une mauvaise épouse, parce que c'est très souvent dans ce sens-là que ça se passe dans les couples hétérosexuels. Alors, exemple, il y a vraiment pas longtemps, en 2019,
Une mère de famille a vu son divorce pour faute prononcé à ses torts exclusifs par la Cour d'appel de Versailles parce qu'elle refusait, pour cette raison, parce qu'elle refusait de s'accoupler avec son mari depuis des années. Donc elle a été soutenue par des associations. Elle est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui a considéré que ce devoir conjugal était totalement contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps. D'où donc, enfin, cette proposition de loi transpartisane, c'est un élu Horizon et une élue Verte, les rapporteurs, votés à l'unanimité hier soir, vous l'avez dit, par les députés donc, qui dégagent toute ambiguïté du code civil. C'est écrit désormais, il n'y a aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles, mais qui espèrent aussi changer les mentalités. Parce que les dégâts que ça cause, ce soi-disant devoir conjugal, c'est surtout dans la tête des femmes qui ont confusément l'impression qu'elles doivent un peu se forcer à consentir au rapport sexuel. Je viens dire se forcer à consentir, c'est un merveilleux oxymore, et qui vient en fait alimenter toute cette culture du viol dont on a tant parlé pendant le procès des viols de Mazan notamment. Les rapporteurs de cette loi rappellent que la moitié des viols, quand la victime est majeure, la moitié des viols ont lieu au sein du couple. Donc c'est là qu'énormément de violences se déploient. Et donc il y avait urgence à redire le droit de dire oui comme de dire non. Je comprends mieux votre veste verte. Hein, une élue verte. Je comprends mieux votre pull vert, Marie. Ouais. Merci Marie, merci à tous. Et merci de votre fidélité. On se retrouve... on se retrouve pas demain. Demain, le club de 28 minutes, c'est avec Renaud Dely. À lundi. Tchuss.